ne vois aucune différence apparente entre lui et les malheureux idiots dont je m'occupe tous les jours à Bicêtre. Je ne partageais point cette opinion défavorable. Et malgré la vérité du tableau et la justesse des rapprochements, j'osais concevoir quelques espérances. Itard croit profondément que Victor va devenir un homme, qu'il va devenir un être humain comme vous et moi. Itard croit profondément en l'éducabilité de Victor. Il pose un acte qui est un acte de confiance absolue dans l'éducabilité de l'autre. Alors qu'il y a autour de lui des tas de gens qui disent c'est un sauvage, c'est un débile, lui il dit je peux en faire quelque chose. Et il est là à la source d'une attitude essentielle des éducateurs qui est non pas se résigner, non pas accepter la fatalité, mais dire il y a toujours quelque chose à faire pour quelqu'un pour qu'il grandisse. Jean-Marc Gaspard Itard est né en 1774. Il fait d'abord des études de médecine, se spécialise ensuite en chirurgie, devient chirurgien militaire. En 1796, il arrive à Paris, au Val-de-Grâce, toujours pour soigner des blessés de guerre. Et là, à la suite d'un hasard tout à fait étrange, il est amené à faire une visite à un de ses malades sourds-muets qui a été hospitalisé à côté du Val-de-Grâce, dans l'institution des sourds-muets que dirige l'abbé Sicard. Et là, Itard va découvrir ces enfants sourds-muets, dont certains sont confinés dans une sorte de vie végétative. Et Itard va s'intéresser à cela pour une raison qui tient au climat de l'époque, et en particulier au débat intellectuel extrêmement vif auquel l'époque est confrontée. Itard est un disciple d'un philosophe comme Helvétius. Helvétius, c'est celui qui avait écrit dans un célèbre livre de l'homme que l'éducation pouvait tout, même faire danser les ours. Même faire danser les ours au sens où le pouvoir de l'éducateur est immense. L'éducation peut tout dans la mesure où l'inné se réduit à une forme, une cire molle, l'éducateur ayant la possibilité de donner la forme que l'on veut à cette cire molle. Et puis un jour, une occasion tout à fait extraordinaire se présente. Itard entend parler d'un enfant sauvage, que l'on vient de recueillir en janvier 1800 dans une ferme de l'Aveyron. Aubaine pour Itard. Si cet enfant est débile et si l'on ne peut rien en obtenir, si l'on prétend qu'on ne peut rien en obtenir, lui va montrer qu'on peut en obtenir quelque chose. Et c'est alors qu'Itard va se mettre à inventer toute une série de dispositifs, d'outils. C'est pourquoi j'ai fait construire par un menuisier des Batignolles un alphabet constitué par de gros caractères en bois. Ce qui frappe chez Itard, c'est sa conviction. Conviction dans le fait que Victor peut y arriver. Conviction formidable, conviction que tout éducateur doit avoir. Nous ne devons pas nous laisser faire par la fatalité, nous laisser faire par une vulgaire psychologie des dons qui nous laisse imaginer que tel enfant n'est pas doué pour ceci ou pour cela. Qu'est-ce que nous en savons si l'enfant est doué ou n'est pas doué pour ceci ou pour cela? Il peut se révéler bien plus tard. Einstein ne savait pas les mathématiques à 14 ou 15 ans, il s'est révélé bien tard. Jamais, à aucun moment, je n'ai le droit de dire « tu n'y arriveras pas », parce que tu n'y arriveras pas, c'est clouer l'enfant, c'est le lier, le ligoter, c'est l'empêcher de progresser, c'est le mettre en situation d'échec quasiment obligé. Chaque jour, j'ajoutais, je retranchais, je modifiais et provoquais de nouvelles comparaisons et de nouveaux jugements. À la longue, la multiplicité et les complications de ces petits exercices finirent par fatiguer son attention. Alors reparurent dans toute leur intensité ces mouvements d'impatience et de fureur qui éclataient si violemment au commencement de son séjour à Paris. C'est là le paradoxe même de l'éducateur. Nous voulons le bien de l'autre et nous utilisons pour ce bien des méthodes qui parfois sont dans son intérêt, mais ne sont pas véritablement très respectueuses de ce qu'il est. Itard est au cœur de ce débat, est au cœur de cette contradiction. Moi, ce qui me touche dans la personnalité d'Itard, c'est précisément cette ambiguïté-là. Cette ambiguïté, il aime de toute évidence Victor, il a beaucoup d'attachement pour lui, et c'est au nom de cet attachement qu'il veut le sauver, comme c'est au nom de l'amour que nous avons pour nos enfants, de l'intérêt que nous avons pour nos élèves, que nous voulons les sauver, les amener à réussir le mieux leur vie.
Mais cet amour lui-même, à un certain moment, parce qu'il n'est pas contrôlé, devient une espèce de désir de toute puissance, une volonté de maîtrise absolue de l'autre. Ces colères m'inquiètent, elles sont de plus en plus fréquentes. Ces colères, docteur, c'est de votre faute. Faites travailler ce petit du matin au soir. Alors nous avons eu, au cours de ce XXe siècle, un certain nombre de pédagogues qui se sont inspirés d'Itard. En particulier, toute une série de gens qui ont utilisé ce qu'on a appelé l'enseignement programmé, ou plus tard, la pédagogie par objectif. Moi-même, j'ai fait partie de ces gens fascinés par la pédagogie par objectif qui ont construit des batteries d'objectifs extraordinaires. Entre l'entrée dans la piscine et le crawl de compétition, il y avait 167 sous-objectifs. Et puis, il fallait chaque fois que les enfants passent d'un objectif à un autre dans une sorte de rationalité absolue. Seulement, on oubliait là, au passage, que pour passer au crawl de compétition, il faut d'abord accepter de plonger dans la piscine. Alors, bien sûr, on peut le pousser, le gamin. Mais une fois dans l'eau, il faut qu'il accepte de nager. On travaille donc avec des enfants pour lesquels la pédagogie habituelle, traditionnelle a échoué et où il faut donc développer d'autres stratégies. Donc, entre autres moyens, on propose un travail qui s'appelle Naître à l'art, qui se déroule sur 2 ans, qui associe 3 professionnels du chardonnay, une enseignante, une éducatrice, un orthophoniste. Et à ces 3 professionnels du chardonnay s'adjoint tous les jours un artiste professionnel. C'est bien un détour qu'on tente de faire, c'est bien une stratégie de détour pour revenir ensuite à l'envie d'apprendre et pour revenir après à la scolarité à travers cette expérience. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que ça s'adresse à des enfants qui présentent des psycho-affectifs, mais des enfants dont l'intelligence est en rien altérée. Quand je donne le signal, vous partez, vous êtes tout content, vous allez vers votre avenir, vers une vie nouvelle, vers quelque chose qui vous plaît bien. Hein, d'accord ? D'accord, revenez, là c'est plus que déterminé, hein. C'est énergique. Puis tout d'un coup, je me dis zut, j'ai oublié quelque chose, c'est exactement ça, Fouane. Ou bien, attends, Giovanni, ou bien je regrette de laisser quelque chose qui est là et qui me plaisait bien, mais j'y vais quand même. Et alors ? Eh ben j'y vais, mais en regardant ce qu'il y a là. Bon, on va arrêter. Thibaut, qu'est-ce que c'est que j'ai demandé comme consigne? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que j'ai dit? Thibaut, qu'est-ce que c'est que j'ai demandé? Hein? Tu n'as pas envie d'oublier des choses. Ouais. Est-ce que tu veux bien faire cet exercice, Thibaut, ou il ne te plaît pas? Hein? Tu as le droit de ne pas avoir envie de le faire. Hein? Tu préfères ne pas le faire? Hein? Comme tu veux. Hein? Mais si tu le fais, c'est de bien le faire. D'accord? Allez, Thibaut, sois pas timide. Non, Giovanni, merci pour tes commentaires dont on se passe. Hein, Thibaut? D'accord? Apprendre, c'est s'engager, prendre un risque, faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour pouvoir le faire. C'est comme ça qu'on a tout appris, comme ça qu'on a appris à parler, à marcher et à faire ces choses aussi importantes et essentielles pour l'espèce humaine comme faire l'amour, par exemple. Si nous devions attendre de savoir faire l'amour pour faire l'amour, il y a longtemps que la race se serait éteinte d'elle-même. Il faut bien qu'à un moment, nous décidions de faire quelque chose de nous-mêmes. Et l'éducateur ne peut pas le faire à la place, il ne peut que créer les conditions pour que l'autre prenne lui-même le risque. Allez, c'est parti. Ce que nous avons peut-être mieux compris aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas grandir à la place de quelqu'un. Être toujours présent,
faire tout ce qu'on peut pour aider, c'est le principe d'éducabilité. Respecter que ce soit l'autre qui décide, in fine, de son propre destin, de ses propres apprentissages, qui décide de lui-même, c'est le principe de liberté. C'est le principe de liberté qui est absolument indissociable du principe d'éducabilité. On avait dit qu'il était une fois, encore incertaine, un enfant, un adulte, comme toi ou moi, qui rêvait de mondes différents. Et donc aujourd'hui, eh bien, on pourrait imaginer que 2 d'entre vous se sont endormis sur le monde, au bout du monde. Et puis, sur l'île, il y a là-bas un filet à lumière vers lequel on pourrait aller. Et il y en a plusieurs qui ont dit qu'avec ça, on pouvait aller dans les nuages. Dans un château de... Dans un château d'étoiles, je crois qu'il a dit, Thibaut. Au fond, Itard pose la question, à travers son travail, nous pose la question de la place de l'éthique en éducation. La place de l'éthique, c'est la place que je laisse à l'autre. J'ai pouvoir sur l'autre, mais quelle place je lui laisse pour que lui prenne sa propre place. Monsieur le gardien des étoiles, il y a de la pluie, il y a de la brume. On a froid. Et surtout, on n'y voit rien du tout. Ah, merci, monsieur le gardien des étoiles. Moi, j'ai la tête ailleurs, mais vraiment, j'avais quand même très très peur.